Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un seul thread horreur. Mais bon forcément il est grand. Normalement ça fait une vidéo et si jamais il en manque, je mettrai un petit thread qui un petit thread quoi, petite pépite derrière quoi. Mais juste avant qu'on commence cette vidéo, petit point pour le mois de décembre. Je vais vous remettre la petite bande-annonce que j'ai fait pour le mois de décembre. Si t'es pas au courant, je t'invite à regarder la petite bande-annonce. Et si toi t'es au courant, je t'invite à skip un petit peu, une petite minute, ou même à laisser, parce que voilà, tant mieux, c'est tant mieux pour tout le monde. Mais je peux comprendre qu'à force d'avoir vu la bande-annonce, tu l'as déjà vu plusieurs fois quoi. Mais imagine bien que c'était, et ça va être beaucoup de boulot, du coup j'ai envie que tout le monde soit au courant en fait, tout simplement. Et je vais pas passer par 4 chemins, je vous annonce le projet Frénésie. Vous allez me dire, mais Frénésie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pendant 24 jours, vous allez avoir une vidéo par jour jusqu'à Noël. Et cela commence bien évidemment le 1er décembre à 19 h. Du coup, je vous invite fortement à vous abonner, car sinon, c'est sûr que vous allez louper des vidéos. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos en n'étant pas abonné. Et pourtant, vous les kiffez. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats YouTube. Et en plus, on va pas se mytho, mais si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, faites péter le palier des 50 000 abonnés pour Noël. Alors n'hésitez pas à partager, faites des stories, parlez-en autour de vous. Moi, je vous promets de vous régaler. Bon, la petite bande-annonce, j'espère qu'elle t'a fait plaisir si t'étais pas au courant de la nouvelle. Et puis là, on va enchaîner avec le premier thread horreur et le dernier normalement. Allez, prenez votre meilleur chocolat chaud et installez-vous confortablement. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour Lyra. À l'époque, elle ne menait pas un style de vie très sain, loin de là. Elle a arrêté une substance qui, vous voyez, il peut y avoir quelqu'un qui est un héros, et vous mettez ça, mais en féminin. Voilà. Cette substance, elle l'a arrêtée à 25 ans et elle est partie vivre en France pendant 5 ans. Elle vient juste de revenir aux États-Unis l'été dernier. C'est important à préciser parce que ça donne une idée de son état d'esprit à cette époque et pourquoi elle a pris des risques vraiment absurdes. Faut dire, elle était accro à ces substances. Bref, passons à l'histoire. Quand Lyra avait 20 ans, elle avait déménagé de Baltimore vers la côte est, pensant que la distance l'aiderait à freiner sa consommation. Mais ça n'a pas vraiment marché. Au lieu de ça, elle faisait l'aller-retour à Baltimore tous les 2 jours pour acheter des centaines de dollars de cette substance, au lieu de prendre une petite dose tous les jours. En faisant ça, elle a croisé plein de gens bizarres, dont certains étaient des escrocs. Apparemment, à Baltimore, un escroc, c'est quelqu'un qui fait le taxi de façon illégale. Souvent, il emmène les gens en ville pour récupérer la substance où ils font payer moitié moins qu'un vrai chauffeur de taxi. Un jour, elle a rencontré un gars plus âgé dans un Dunkin' Donuts à Dundalk, qui faisait ça d'ailleurs. D'habitude, Lyra n'utilisait pas ce genre de chauffeur, mais une nuit, son chauffeur a pris une rue à contresens, juste devant un flic et ils se sont fait arrêter et fouiller. Il se trouve que ce crétin avait pris sa réserve de lui aussi une substance qui est plus comme ça avec lui et donc ils ont tous les deux été arrêtés et envoyés au BCDC, le Baltimore Central Booking. Lyra, elle était furieuse, vers minuit, cette nuit-là, ils l'ont finalement relâché. Et le conducteur, il avait admis que tout ce qui était dans la voiture lui appartenait. Et la raison pour laquelle ils avaient été fouillés, apparemment, était bidon. L'avocat de son pote avait fait sauter l'accusation. Donc Lyra se retrouve là, au milieu de Baltimore, sans chauffeur, sans plan et sous substance en plein mois de décembre. En plus, il relâche les hommes et les femmes séparément. Et le téléphone de son pote était toujours éteint quand elle a essayé de l'appeler. Il avait été relâché plusieurs heures plus tôt, mais il avait laissé son téléphone dans le camion. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on se fait arrêter, ils mettent votre véhicule à la fourrière. Donc si t'as pas de chance et que tu sors après 17 h ou avant 8 h du matin, t'as aucune chance de récupérer ta voiture, ton camion ou quoi sans payer des centaines de dollars en plus. Bon alors qu'elle réfléchissait à ses options, Lyra s'est souvenue d'un mec un peu bizarre qu'elle avait rencontré plus tôt dans la semaine. Elle a décidé de tenter le coup, se disant qu'au moins il pourrait la déposer à la gare Greyhound pour qu'elle puisse atteindre le matin. Elle l'a appelé et surprise, non seulement il était réveillé, mais en plus il était à 10 minutes de là où elle venait d'être relâchée. Bon, le fait qu'il soit encore debout à 1 h du matin aurait pu faire tiquer les gens normaux. Mais Lyra s'est juste dit qu'il devait être un accro à une substance ou encore à une autre. Et ça, sur cette vidéo, ça va être un peu dur parce qu'il y a beaucoup de substances. Du coup, je le place maintenant, mais si je dis des mots comme il a récupéré de la salade, de la farine, des nanani, vous imaginez bien que c'est pas ça. C'est juste pour contourner l'algorithme YouTube et pas me faire strike la vidéo. Bon, pour elle, au final, le fait qu'il soit réveillé, c'était une chance.
Bon, dans la demi-heure, il est arrivé et elle est montée dans sa longue berline grise, contente d'être sortie du froid et de retrouver un peu de normalité. Maintenant, pour te donner une idée du gars, le meilleur mot pour le décrire, c'est gris. Tout chez lui était juste gris. Il conduisait une vieille bagnole grise, cabossée, et ses cheveux étaient longs, d'un gris foncé, un peu terne. Même son teint avait l'air gris. Franchement, elle se souvient qu'il avait un visage qui ressemblait à celui d'une femme ménopausée, avec les joues un peu tombantes si vous voyez le genre. Bref, il avait une tête douce mais avec du recul, c'était vraiment un type flippant. Mais à ce moment-là, il ne lui avait pas paru si chelou que ça. Elle nous dit que dans ce monde de substances, il y a tellement de gens chelous que t'es obligé de gérer ça au quotidien. Tant que quelqu'un ne pète pas un câble de manière évidente, t'apprends à ignorer les fous, sinon tu te noies là-dedans. Du coup, Lyra et le gars se débrouillent pour circuler parce qu'à Baltimore, il y a toujours quelqu'un dehors. Elle lui demande de l'emmener à la station Greyhound juste pour pouvoir se poser, se calmer et réfléchir à prendre un bus. Le gars la regarde, baisse les yeux, les relève et lui propose de venir chez lui, regarder la télé, jusqu'à ce que les bus recommencent à rouler. Lyra se souvient qu'elle a hésité un peu à ce moment-là, mais franchement, le gars avait l'air totalement banal, presque insignifiant, qu'elle ne pouvait pas le voir comme une menace. Et pour être honnête, tout ce qu'elle voulait, c'était un endroit chaud et propre pour récupérer. À ce stade, elle n'était même plus focalisée sur la substance, juste le fait de se remettre d'aplomb. Voyant son hésitation, il lui dit de pas s'inquiéter, qu'il allait rien tenter de chelou. Faut préciser qu'à ce moment-là, Lyra avait 20 ans, mesurait 1m68 et pesait à peine 45 kg. Le gars lui dit aussi que la gare routière n'était pas l'endroit le plus sûr pour une fille comme elle à 2h du matin. Il lui dit que lui, de son côté, il veut juste l'aider. Elle se dit vas-y, merci, pourquoi pas. Et il continue de rouler vers le comté. À ce jour, Lyra ne sait toujours pas dans quelle direction ils allaient. Juste que c'était à environ une demi-heure de la ville. C'était pas en pleine forêt, mais c'était clairement une zone bien boisée. En se rapprochant de chez lui, le gars commence à se comporter un peu bizarrement. Pas assez pour qu'elle s'inquiète vraiment, mais quand même. Il lui raconte que le chef de la police du comté ou le fils du chef habite dans le même cul-de-sac que lui. Il lui dit qu'ils sont potes et que ce type l'a aidé à se sortir de quelques situations difficiles. Sa maison était au bord du lac avec un quai dans l'arrière-cour. Lyra n'a aucune idée du comté où elle se trouvait et personne à qui elle a décrit la maison n'a pu la situer non plus. C'était totalement inconnu pour elle. Il se gare dans l'allée et là, elle est choquée. Sa maison ressemblait plus à un manoir qu'à la vieille baraque miteuse à laquelle elle s'attendait. En se garant et en marchant vers la porte, le gars lui raconte que la maison appartenait à sa mère qui était récemment décédée. Imaginez-vous le tableau. Ce petit type miteux, avec sa bagnole miteuse, ses fringues miteuses, et il vit dans cette maison qui, même si elle n'était pas super belle, valait clairement cher. Il passait ses journées et ses nuits à conduire pour quelques billets et passait son temps au Dunkin' Donuts. Bon, Lyra trouvait ça un peu louche, mais une fois qu'ils sont entrés, la situation devient encore plus étrange, tout en étant plus cohérente avec le personnage du gars. La maison était remplie de deux choses, de la poussière et des bibelots. Lyra entre dans la maison et là c'est le choc. Quand elle dit que c'était couvert de trucs, c'est vraiment couvert à fond. Chaque centimètre de surface était rempli de petits anges en porcelaine kitsch et de merdouilles de magasin à $1. Des étagères aux tables en passant par le dessus du vieux téléviseur énorme. Même la cuisine n'échappait pas à cette invasion de bibelots. Et Lyra n'a vu la cuisine que brièvement, mais elle se souvient que l'évier débordait de ces trucs. Il y avait aussi des napperons, vous savez, ceux que toutes les personnes âgées semblent avoir partout chez elles, tous couverts de poussière et bien décolorés. À un moment, elle demande où sont les toilettes, histoire d'aller se défoncer tranquillement. À ce stade, elle était assez mal, et tout ce qu'elle voulait, c'était se remettre sur pied pour pouvoir réfléchir à quoi faire ensuite. Oui, je sais, c'est pas logique, mais bon, bref. Elle fait son truc et revient au salon qui était la première pièce quand tu entrais dans la maison. Elle ne voulait surtout pas s'aventurer plus loin dans ce lieu. Elle jette un coup d'œil à la serrure de la porte, commence à réfléchir à une stratégie de sortie, espérant ne pas en avoir besoin. Mais cet espoir ne dure pas longtemps. La première chose que le gars fait, c'est de lui apporter un verre d'eau et une poignée de pilules. Curieuse, Lyra lui demande à quoi elles servent. Et il lui répond « T'inquiète pas, c'est pour dormir ». Il est 3h du matin, elle doit être à la gare routière à 6h. Ils ont à tout casser 2 heures avant de partir. Lyra lui dit direct que c'est pas une bonne idée, qu'elle a pas l'intention de dormir. Surtout qu'ils n'ont même pas le temps de faire une vraie sieste. Mais le gars commence à insister pour qu'elle prenne les pilules. À ce stade, elle aurait bien voulu se barrer. Mais ils étaient au milieu de nulle part et c'était en plein mois de décembre. Il faisait super froid. Alors, pour éviter un malaise, elle fait semblant de rigoler.
prend 2 pilules dans sa main, les met dans sa bouche et fait semblant d'avaler avec une gorgée d'eau. En mode « bon, allez, pourquoi pas ». Le gars s'illumine et se précipite pour lui chercher un autre verre d'eau, parce qu'elle en avait demandé un. En y repensant, Lyra se dit qu'elle n'aurait même pas dû boire cette foutue eau. Quelle connerie. Dès qu'il tourne le dos, elle recrache les pilules discrètement et les planque dans le canapé. Pendant ce temps, il continue de parler de banalités. Baltimore, la politique locale, la musique. Bon, des trucs sans importance. Mais après, il commence à poser des questions cheloues sur les substances. Genre, quels produits peuvent assommer quelqu'un sans vraiment lui faire de mal? Et il insiste sur la quantité nécessaire pour une petite personne comme elle. Lyra, elle, essaye de rester zen, comme si ce genre de conversation était tout à fait normal. Elle se dit que sa survie dépendait de ça. Ne pas laisser paraître qu'elle se rend compte à quel point la situation est bizarre et flippante. Son raisonnement, à ce moment-là, c'est qu'elle ne pouvait pas lui montrer qu'elle comprenait ce qui se passait. Sinon, il ne la laisserait jamais partir vivante si elle montrait qu'elle savait exactement dans quel pétrin elle s'était mise. Lyra essaye de se convaincre qu'elle doit absolument paraître non menaçante. Pendant toute la durée de leur discussion, le gars essaye constamment de se rapprocher d'elle, de passer derrière elle. À un moment donné, il réussit et commence à lui masser les épaules. Lyra rigole, fait semblant de pas aimer ça et dit qu'elle doit filer aux toilettes. Quand elle revient, elle fait bien attention à s'asseoir sur le canapé qui est contre le mur, histoire que le gars ne puisse plus passer derrière elle. Elle cherche discrètement un téléphone du regard, mais elle ne veut surtout pas lui demander s'il en a un, parce qu'elle veut pas qu'il sache que son portable est mort. Ouais, la poisse, son téléphone est tombé en rade environ 5 minutes après qu'elle a appelé ce type bizarre pour qu'il vienne la chercher. Pendant ce temps, le gars fait les 100 pas dans le salon, s'assied quelques minutes, puis se relève pour refaire des allers-retours, et il finit par se rasseoir. Il commence à parler de sa mère, à quel point elle collectionnait tous ses bibelots, comment elle est morte d'une crise cardiaque ou un AVC. Lyra ne sait plus trop. Et comment il avait envisagé de rénover la maison, mais qu'il n'avait pas encore eu le courage de changer quoi que ce soit. Puis, il lui sort qu'il veut lui montrer quelque chose, qu'il veut lui faire visiter l'étage. À ce moment-là, Lyra ne comprend même pas pourquoi elle ne se barre pas en courant. Une partie d'elle espère encore qu'elle se trompe, que le gars est juste socialement maladroit et effrayant, mais pas vraiment dangereux. Et là on arrive à un autre cliché de film d'horreur, une obsession chelou pour sa mère, et une maison remplie de poussière intacte, comme un sanctuaire en mémoire de maman. Même le dernier verre qu'elle a utilisé est toujours là, posé sur la table de la cuisine. Et maintenant, le gars veut lui montrer l'étage, il veut lui montrer sa chambre. Alors Lyra monte avec lui. Au début, il lui fait signe de passer devant, mais elle n'en a rien à faire et reste derrière lui. Ils arrivent au 2e étage, il y en avait 3 en tout, mais elle n'atteindra jamais le 3e. Et il tourne dans le couloir. Il ouvre la première porte à gauche et entre. Lyra s'attend presque à voir le cadavre de sa mère sur le lit, ou un truc dans le genre. Elle ressent même un soulagement bizarre en se retrouvant simplement dans une pièce pleine de poussière et de merdouille. Elle ne se souvient pas de grand chose à propos de la pièce. Le lit était fait, mais elle ne saurait pas dire si la couette était sombre ou juste tellement recouverte de poussière qu'elle n'en avait l'air. Il lui fait signe de s'asseoir et Lyra obéit. Ce qui va suivre, c'est clairement le pire moment de toute cette galère. Le gars s'assied à côté d'elle, au bout du lit, et recommence à parler de sa mère. Puis il la regarde dans les yeux et lui sort « T'es tellement belle, tu ressembles à une petite fille. Je parie que les petites filles t'adorent. » Lyra essaye de ramener la conversation sur sa mère, histoire de détourner le truc. Mais là, il se lève, se dirige vers le mur au fond de la chambre, et il recommence à parler de substances, à ce qu'ils discutaient plus tôt, à propos d'assommer quelqu'un. Il lui demande quel produit elle utiliserait pour endormir un enfant, et comment elle ferait pour garder cet enfant assommé pendant longtemps, en toute sécurité. À ce moment-là, Lyra fait tout pour ne pas montrer qu'elle est complètement terrifiée, qu'elle trouve cette conversation atroce en fait. Elle essaye de continuer à faire semblant, comme si c'était un sujet normal, pour ne pas éveiller les soupçons. Bon, Lyra, à ce moment-là, se sent vraiment à bout et ça commence à se voir. Le type lui pose encore des questions sur l'héros, mais en féminin. Il lui demande si c'est sûr à utiliser et tout. Elle lui dit clairement qu'elle en sait rien. Elle lui dit qu'elle est accro à ça et qu'elle est pas chimiste en fait. Là, il change de ton et lui dit « Je veux te montrer quelque chose ». Lyra commence à protester, à dire qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Mais il insiste. Il se lève et pousse sur un panneau en faux bois sur le mur. Et là, un grand carré s'ouvre. Il lui fait signe de regarder à l'intérieur, lui expliquant qu'il travaille dessus depuis quelques années. Il dit que c'est juste assez grand pour une petite femme, mais en fait, c'est pour un enfant. Lyra découvre une sorte de lit de camp,
avec des boucles aux extrémités pour attacher des cordes ou autre chose. Elle en est presque sûre. À ce moment-là, elle panique intérieurement mais garde son calme. Elle sort de la pièce rapidement en disant simplement qu'elle doit retourner aux toilettes. Elle ne court pas, elle reste cool, mais en descendant les escaliers, elle tremble de partout. Sur le chemin, elle sort son téléphone de son sac et fait semblant de composer un numéro. Heureusement, le gars est encore occupé à refermer la chambre et cette espèce de cachette murale. Donc, il ne voit pas que son téléphone est éteint, totalement hors service. Lyra commence à parler tout haut comme si elle avait une vraie conversation avec un ami au téléphone. Quand le gars redescend, elle est déjà en train de raconter à son ami comment elle a rencontré ce type sympa. Celui qu'elle avait croisé au Dunkin' Donuts avec son pote Tom, qui l'a emmené chez lui, mais qu'elle allait bientôt partir pour rejoindre la gare routière. Elle fait semblant que son pote au bout du fil lui propose de venir la chercher à l'arrêt de bus. Et là, elle a de la chance. Le gars sait qu'elle habite hors de la ville, mais il ne sait pas que c'est à 4 heures de route. Il ne se doute pas qu'aucun de ses amis ne ferait un tel trajet juste pour ça. Lyra continue à jouer la comédie, disant qu'elle va prendre le bus dès que possible et qu'elle verra son pote bientôt. Et là, elle capte un truc sur le visage du gars. Il se renfrogne d'un coup. Tu vois, ce genre de regard que les gosses pourri gâtés ont quand quelqu'un leur dit non. Ben, c'est exactement ça. Mais en pire, puisqu'il y a un truc malsain dans la façon dont ce mec de 50 ans laisse transparaître cette expression. À ce moment-là, Lyra commence à ramasser ses affaires, à fermer la fermeture éclair de son manteau tout en bredouillant que son ami se souvenait de lui et lui passait le bonjour. Elle comprend deux choses. D'abord, elle doit faire en sorte qu'il ne pense pas qu'elle le trouve bizarre ou que ce qu'il a montré soit suspect. Elle ne veut surtout pas qu'il la voie comme une menace pour ses plans s'il la laisse partir. Ensuite, elle veut qu'il sache qu'il est identifiable, que quelqu'un d'autre sait qu'elle est chez lui et qu'il pourrait le reconnaître. Au final, le gars l'emmène à la gare routière, mais tout le trajet est super tendu. Il se comporte de façon froide et bizarre. Quelques semaines plus tard, Lyra a une autre rencontre bien pire avec lui, qui la convainc que ce type est carrément un tueur en série en devenir. Est-ce qu'elle pense qu'il avait déjà fait quelque chose de grave avant cette matinée terrifiante ? Non, mais elle est convaincue qu'il s'y préparait. Lyra à ce moment-là se sent vraiment à bout, et ça commence à se voir. Alors, lors de leur deuxième rencontre, qui a été brève, Lyra est certaine que quelque chose avait changé chez le gars. Elle ne sait pas vraiment comment l'expliquer, mais cette espèce d'incertitude qu'il avait affichée la première fois, s'était complètement disparue. À ce moment-là, elle est convaincue qu'il avait franchi un cap. Du coup, après la première rencontre, Lyra avait quand même pris soin de noter son numéro de plaque d'immatriculation quand il est parti ce matin-là. Elle avait un pote qui était flic, alors elle l'a contacté. Presque un an plus tard, ce même pote l'a appelé pour savoir si elle avait toujours les infos du gars. Son pote, lui, il ne savait plus trop où il avait mis ses infos, s'il les avait jamais vraiment notées. Et à ce moment-là, il lui a expliqué qu'il y avait eu plusieurs disparitions de jeunes enfants dans les mêmes zones, où lors de la deuxième rencontre, le type lui avait dit qu'il traînait. Apparemment pour repérer des petites filles. Lyra a tenté de retrouver le gars. Elle est retournée au Dunkin' Donuts où il avait l'habitude de traîner. Le propriétaire lui a dit que le type venait là tous les matins depuis des années, mais qu'il avait arrêté la semaine même où leur première rencontre s'était passée. C'est là que Lyra a commencé à comprendre pourquoi il passait ses matinées là-bas. Le jour où elle est retournée au Dunkin' Donuts pour chercher des infos, elle a remarqué qu'il y avait un arrêt de bus juste en face. Et cet arrêt de bus était rempli d'enfants de l'école primaire. Comme je vous l'ai dit, Lyra a contacté son pote qui était officier de police à Baltimore et pourtant, elle lui avait donné une description complète. La maison du type, sa voiture, son numéro de plaque d'immatriculation, son prénom, son numéro de portable et un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé ce matin-là chez lui. Bon, finalement, la vie reprend son cours normal et au bout de quelques semaines, elle commence à se dire qu'elle a peut-être exagéré toute cette histoire. Après tout, elle est encore là, en vie. Un jour, elle décide avec Tom de faire un tour en ville pour récupérer sa réserve de pilules pour les jours suivants. D'habitude, quand ils vont à Baltimore, ils chopent entre 5 et 600 $ de machin, quoi. Et ça leur dure à peu près 2 ou 3 jours. Lyra a une grosse consommation. Ce jour-là, ils décident de prendre un peu plus que d'habitude. Mais dès le départ, tout semble maudit. Ils partent en retard, il y a un accident dans le tunnel du port qui bloque la circulation pendant 3 bonnes heures. Et quand ils arrivent enfin à l'est de Baltimore, le contact de Lyra a déjà disparu. Elle finit par trouver un autre gars qui vend des substances comme ça, et il vend à Dundalk. Du coup, ils se rendent sur Erdman Avenue, la même rue où se trouve le mec creepy normalement. Et Lyra demande à Tom de se garer sur le parking de Goodwill, un magasin, pendant qu'elle va chercher son gars. La plupart des contacts de Lyra connaissent Tom, mais ce mec-là en particulier, il était du genre ultra parano. Il refusait de vendre si la voiture de Tom était trop près de l'endroit où ils doivent se rencontrer.
Du coup, Lyra doit se dépêcher. Elle ne se souvient même plus exactement où ils doivent se retrouver. Mais elle est presque sûre que c'était soit sur Dundalk Avenue, soit sur Merritt Boulevard, une des grandes routes qui traversent Dundalk. Quand elle est en ville et qu'elle doit marcher quelque part, Lyra utilise toujours la méthode « regarde tes pieds, ne crois jamais le regard de quelqu'un, ignore les klaxons et occupe-toi de tes affaires ». Elle fait ça surtout parce que beaucoup de gens prennent les filles qui marchent seules pour des... En général, si tu réagis pas quand ils klaxonnent ou te crient dessus, ils finissent par te laisser tranquille. Et puis, elle nous dit qu'il faut pas oublier la police et les agents secrets qui traînent dans le coin aussi. Lyra sait que les flics aiment bien harceler les gens pour voir s'ils font du trafic ou ils sont juste malchanceux ou sans bagnole. Bon, ça fait partie de leur boulot. Mais ce jour-là, elle flippe un peu plus que d'habitude. Il y a presque personne sur la route et pourtant, elle marche sur une des plus grandes artères de Dundalk. Le ciel est gris, un classique après-midi de janvier à Baltimore. Mais rien qui justifie un silence pareil. Il n'y a pas de circulation, pas de passants. Juste elle et quelques vieilles voitures de collection qui passent de temps en temps. Elle est à environ 1,5 km de son rendez-vous avec son gars quand une berline noire s'arrête à côté d'elle. Et bah bien évidemment, c'est le mec très chelou qui l'avait invité dans sa maison. Il ouvre la portière passager de l'intérieur et lui dit de monter. Maintenant, Lyra pourrait changer l'histoire à ce moment-là, juste pour pas se sentir trop stupide. Mais elle a décidé d'être honnête depuis le début. Alors, elle continue de ne rien nous cacher. Pendant les 3 ou 4 semaines qui ont suivi l'incident chez ce mec creepy, elle avait passé pas mal de temps à se dire qu'elle avait exagéré tout ça. Que peut-être cette petite pièce avec le lit de camp n'était pas ce qu'elle pensait. Bref, elle a essayé de se convaincre que c'était juste son esprit de personnes qui prennent des substances qui mélangeaient réalité et imagination. Alors, quand le creepy s'arrête et lui dit de monter, au lieu de faire ce que n'importe qui de sensé aurait fait, crier, courir ou juste fuir, elle monte dans la voiture. Elle ne sait même pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être parce qu'elle s'est persuadée que toute cette histoire n'était que dans sa tête. Peut-être aussi parce qu'elle se sent coupable de s'être sentie lâche lors de leur première rencontre. Elle veut affronter le gars, voir s'il y a vraiment rien de bizarre. Mais elle a peur, terriblement peur. Lyra se souvient qu'elle laisse la portière de la voiture ouverte et qu'elle jette un coup d'œil autour d'elle. Il n'y a toujours personne, la rue est vide. Et là, elle pense que si elle ne monte pas dans cette bagnole de son plein gré, il pourrait bien la forcer à le faire. Elle lui dit qu'elle est occupée, qu'elle va retrouver son gars qui lui vend des choses. Et le creepy lui répond tranquillement qu'il peut l'emmener là-bas, qu'il va juste la déposer et même la ramener là où elle veut après, si elle le souhaite. Alors Lyra monte dans la voiture. Elle est terrifiée, mais comme la première fois, elle retombe dans le même schéma. Elle fait semblant d'être défoncée, désorientée, inoffensive et contente de le revoir. Elle lui demande ce qu'il fait de beau. Et le creepy, avec son ton toujours aussi monocorde, lui répond qu'il a essayé de l'appeler et lui demande pourquoi elle n'a pas répondu. Lyra lui explique qu'elle utilise des téléphones portables jetables et qu'elle avait dû en acheter un nouveau quand les minutes du précédent étaient épuisées. Bon, elle se souvient qu'elle était à moins d'1 kilomètre de son rendez-vous avec le gars qui vend les choses, quand le creep s'est arrêté. Alors, elle espérait qu'il tiendrait parole et l'emmènerait là où elle devait aller. Si ça se passait comme ça, elle se disait que tout irait bien, qu'elle n'avait même pas besoin de flipper. Mais bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu. Quand il grille le feu où elle était censée tourner, Lyra lui dit qu'il a loupé son arrêt. Il répond tout simplement « T'inquiète pas, je vais t'emmener là où tu dois aller. Je voulais juste te parler un peu avant. » À ce moment-là, elle commence à avoir la nausée. Il s'arrête sur Dundalk Avenue et elle voit qu'il tourne vers un de ces petits parcs qui sont disséminés un peu partout dans la ville. Des parcs avec des pistes de jogging, des balançoires, des jeux pour enfants. Elle pense même qu'il y a une école ou un bâtiment administratif en arrière-plan. Elle se souvient avoir pensé qu'elle devait sauter de la voiture dès qu'il ralentirait. Mais elle se dit qu'elle devait se calmer. Parce que si le creep capte qu'elle panique, il n'allait jamais lui laisser une chance de s'échapper. Pendant tout ce temps, alors qu'elle fixait la serrure de la porte, la rue, la zone autour, lui, il parlait de sédatifs. Il disait qu'il cherchait à se procurer des médicaments cette fois-ci. Il lui demande de l'aider, lui raconte qu'il a déjà exploré ce parc et d'autres parcs dans la ville et le comté. Il est convaincu qu'avec quelqu'un comme Lyra à ses côtés pour attirer les petites filles chez lui, il pourrait réaliser son rêve carrément. Et là, il balance le truc qui la terrifie le plus. Il dit qu'il pourrait se débarrasser des corps en les balançant depuis le quai derrière chez lui. À ce moment-là, Lyra se déteste comme jamais. Pendant qu'il parle, elle fait 2 choses. D'abord, elle commence à s'affaler sur le siège passager, les yeux presque fermés, essayant de faire comme si elle somnolait, hochant légèrement la tête de temps en temps. Elle ne le voit que du coin de l'œil, mais elle sait qu'il fouille sous son siège, lentement, discrètement, comme s'il ne voulait pas faire de bruit. Elle fait exprès de bouger sa main comme un signal pour lui dire qu'elle va ouvrir les yeux. La dernière chose qu'elle veut, c'est qu'il pense qu'il s'est fait prendre
et qu'ils doivent agir vite avec ce qu'il a sous le siège. La deuxième chose qu'elle fait, c'est de répondre à ses questions, mais elle essaye de ne pas paraître paniquée ou contrariée. Au contraire, elle fait comme si elle était d'accord avec ce qu'il dit, mais sans trop en faire. Elle veut qu'il croie qu'elle réfléchit à ses propositions, comme si elle avait le choix. Lyra veut à tout prix éviter qu'il la considère comme une victime, en espérant qu'en jouant le rôle de l'acolyte potentiel, il la traiterait comme une partenaire, ou au moins ferait semblant assez longtemps pour qu'elle puisse sortir de cette foutue voiture en un seul morceau. Il tournait déjà autour du petit parc et là, il commence à ralentir sérieusement. Lyra, à moitié les yeux fermés, le voit à travers ses cils, tendre la main le plus loin possible sous le siège avant, tout en la regardant pour voir si elle allait bouger. Elle sait que c'est le moment de se barrer de là, parce que peu importe ce qu'il cherchait sous ce siège, il ne voulait clairement pas qu'elle le voie. Elle flippe grave et honnêtement, elle a eu un sacré coup de chance. Parce qu'au moment où il ralentit, une autre voiture débarque de nulle part et ralentit à côté de la sienne. Là, direct, il se redresse. Lyra, sans attendre une seconde de plus, attrape la poignée de la porte, tombe presque en sortant et se met à courir sans jamais se retourner. Elle sort son portable de son sac à main en pleine panique et appelle un pote pour qu'il vienne la chercher dans un magasin au coin de l'avenue. En pleurant, elle est terrifiée par sa propre connerie, par le fait qu'elle était à deux doigts de finir dans le donjon d'un taré. C'est comme ça qu'il appelait sa pièce secrète pendant son discours de malade ce jour-là. Tout ça parce qu'elle n'a pas écouté son instinct ou juste le simple bon sens. Elle pleure en pensant à tout ce que le creep avait raconté sur ce qu'il voulait faire aux petites filles. Et voilà, c'est en gros la fin de ses rencontres avec le creep de Dundalk. 2 ou 3 mois après tout ça, Lyra reçoit un appel d'un numéro inconnu, auquel elle ne répond pas. Plus tard dans la semaine, elle écoute sa messagerie et devinez qui c'est. Le fameux creepy. Il avait changé de numéro et voulait qu'elle soit au courant. Il lui dit aussi qu'il a fini de rénover sa maison et qu'il aimerait qu'elle vienne la voir. Il précise même qu'il avait mis une annonce dans un journal pour louer des chambres à des femmes uniquement, qu'il avait des idées intéressantes à lui partager. Lyra transmet ce nouveau numéro à son pote flic et change son propre numéro. D'ailleurs, contrairement à ce qu'elle avait dit au creep à l'époque, que son numéro avait changé parce qu'elle avait des téléphones portables jetables et tout, c'était faux, son numéro n'avait jamais changé. Elle n'avait juste jamais répondu au numéro qu'elle ne connaissait pas. Avant leur deuxième rencontre, elle n'avait même pas pris la peine de configurer sa messagerie. Avec le temps, elle a essayé de retrouver la maison du creepy en se servant de Google Maps et tout. Elle pense qu'elle pourrait au moins identifier le quartier. Le Dunkin' Donuts où il traînait tous les matins pendant des années, c'est celui d'Erdman Avenue. Google Maps montre même ce magasin avec l'arrêt de bus devant, pour ceux qui veulent vérifier. Lyra pense encore que le proprio de ce magasin doit savoir plus de choses qu'il ne le dit. Le creep qui a traîné trop longtemps, buvant son café et discuté avec le patron. Elle refuse de croire qu'il ne se connaissait pas mieux que ce qu'il prétendait. Ou également que, soi-disant, il n'a jamais remis les pieds là-bas. Peut-être qu'il avait fait profil bas après leur rencontre, mais elle est quasi certaine qu'il est retourné là-bas un jour. Le seul autre détail qu'elle se rappelle, c'est que le creep lui avait dit qu'il vivait dans le même cul-de-sac qu'un flic. Il a dit que c'était soit le chef de la police de ce comté, soit le fils du chef. Lyra, elle se souvient même qu'il trouvait ça marrant, qu'il riait de son amitié avec un flic. Mais bon, ils étaient près de la rivière et le cul-de-sac devait être accessible par un pont depuis la route principale. Et au moment où Lyra nous raconte cette histoire, elle se sent super fière parce qu'en avril prochain, ça fera 6 ans qu'elle est sobre. Elle est reconnaissante que sa vie ne soit plus faite de trucs comme cela. Elle nous dit que si elle a pu le faire, alors vraiment, tout le monde peut y arriver. Voilà, petit message de ma part, vous avez toute ma force si vous aussi vous essayez de vous sortir d'une addiction. Voilà pour cette histoire, elle change un petit peu d'habitude, voilà. Elle a quand même fait la rencontre d'un mec qui potentiellement va être un tueur en série, un mec qui va séquestrer. Enfin bref, l'histoire je l'ai trouvée assez folle et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, petit pouce bleu, abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on se fait arrêter, ils mettent votre fourrière à laver. N'importe quoi, votre véhicule à la fourrière et pas l'inverse.